Bonjour à tous, donc je suis Mathilde Réveillon-Histin, je suis infectiologue au sein des hôpitaux du Sud-Manche et je vais vous parler d'éco-soins en maladies infectieuses, mesures et pistes d'action pour limiter l'impact environnemental des antibiotiques. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Donc pourquoi s'intéresser à l'infectiologie? Parce qu'elle se situe au cœur du réacteur, elle est particulièrement touchée par les conséquences du dérèglement climatique sur la santé. Ensuite, parce que l'antibiorésistance est une parfaite illustration du concept One Health d'une seule santé, qui stipule que la santé des humains, des animaux et de l'environnement est étroitement liée et interdépendante. Ainsi, l'antibiorésistance est liée à la fois aux consommations humaines et animales d'antibiotiques, mais aussi à la pollution de l'environnement et des écosystèmes par les résidus d'antibiotiques, et notamment ceux qui proviennent des industries qui les fabriquent. Et enfin, en raison du coût carbone des médicaments et des dispositifs médicaux qui représentent 50% de l'empreinte carbone du secteur de la santé. Et enfin, l'idée est de répondre aux attentes des infectiologues français qui, lors d'une enquête nationale en 2023, à laquelle 220 infectiologues ont répondu, étaient demandeurs de la création d'un groupe de travail. Donc c'est fait avec la création toute récente du groupe Green en mars 2025, étaient demandeurs de formation et de sensibilisation sur le sujet, étaient demandeurs d'une connaissance de l'impact environnemental des antibiotiques pour une production plus vertueuse, étaient demandeurs d'une réflexion sur le concept d'éco-soins en maladies infectieuses et de la rédaction de recommandations prenant en compte des critères environnementaux. Donc, lors de cette enquête en 2023, moins de 3% des répondants déclaraient pratiquer des éco-soins. Donc l'impact environnemental des antibiotiques, il a été décrit comme élevé dans ces deux études. Donc on peut voir sur la gauche l'étude réalisée par une équipe française de Sébastien Taïnis qui montre que l'empreinte carbone moyenne des antibiotiques est plus élevée que les autres classes thérapeutiques de la pharmacopée française. Et sur la droite, ce sont les Britanniques qui ont réalisé le même type d'analyse d'empreinte carbone des molécules et en classant sous forme d'un schéma couleur, vert, orange et rouge selon une empreinte carbone faible à plus élevée. Et on peut voir que les anti-infectieux ont une empreinte carbone globalement élevée. Alors, avec le CRATB normand et un groupe de travail normand sur l'éco-prescription, on a pu définir quelques principes d'éco-prescription en maladies infectieuses que je vais vous détailler ici. Donc, le premier principe, c'est moins prescrire. Et pour ça, je vous partage l'outil SAUF qui a été développé par le CRATB dans l'antibio. Donc, moins prescrire, le meilleur antibiotique est celui que nous ne prescrirons pas. Donc, c'est le bon usage des antibiotiques. Et donc, l'outil SAUF, il stipule qu'on ne prescrit pas d'antibiotiques, sauf en cas de suspicion d'infection bactérienne, de site infectieux clairement identifié, d'antécédents ou de terrain à risque, de situation d'urgence et lorsque les prélèvements microbiologiques sont faits. Donc, le deuxième pilier, c'est mieux prescrire. Pareil, c'est toujours du bon usage. Le meilleur antibiotique est celui que nous prescrivons le moins longtemps possible. Donc, on réévalue systématiquement chacune de ces prescriptions à 72 heures et on respecte les durées de traitement qui sont bien souvent inférieures à 7 jours. Et le troisième pilier, c'est tenir compte de l'empreinte environnementale de sa prescription. Donc le meilleur antibiotique est celui qui polluera le moins. Là, ça se complique un petit peu. Comment mesurer l'impact environnemental des soins? Donc, globalement, la méthodologie retenue par le gouvernement français, c'est l'analyse de cycle de vie en regardant le critère carbone, donc un seul critère qui est le critère le plus robuste, pour lequel on a des facteurs d'émission qui sont disponibles, pour lequel on a une corrélation forte avec les autres indicateurs, qui a l'impact le plus contributeur en termes de perte d'années de vie en bonne santé, mais qui comporte malgré tout une part d'incertitude notable, qui est mono-impact et qui nécessite du temps et des ressources nécessaires. Donc après, on peut faire une analyse de cycle de vie multi-impact. Donc il y a 16 impacts qui sont analysables. Donc l'empreinte carbone, les émissions de particules fines, l'épuisement des ressources en eau, les ressources énergétiques, les minerais, l'acidification des sols, les nappes phréatiques, l'écotoxicité en eau douce. Et donc ça donne des résultats comme ceux qui sont présentés sur la droite, qui sont issus d'une étude qui a été menée par Véronique Mondaravitch,
qui a réalisé une analyse de cycle de vie d'un stéroïde. Et donc c'est plus difficile quand même à analyser puisqu'on voit bien qu'il y a de nombreux critères à prendre en compte. Et puis enfin, je vous partage l'outil Carbone qui a été développé par l'APHP, qui est une analyse de cycle de vie simplifiée en libre accès, qui permet d'estimer l'empreinte carbone des produits de santé, d'actes de soins et du parcours patient. Et donc on a une plateforme disponible en ligne qui permet d'avoir une estimation de l'empreinte carbone. Alors, pour les antibiotiques, pour cette classe thérapeutique, l'écotoxicité, elle va être vraiment importante à prendre en compte. Et je vous rappelle qu'elle n'est pas prise en compte dans l'empreinte carbone, enfin quand on regarde seulement les critères carbone. Donc en effet, il a été démontré qu'il y a en France et particulièrement une contamination des milieux par les antibiotiques, soit qui proviennent de consommation, soit qui proviennent de la fabrication industrielle. Donc pour mesurer l'écotoxicité, on a deux indices globalement. L'indice PBT, qui est un indice suédois, qui permet de mesurer la persistance, la bioaccumulation de la toxicité, qui va d'une échelle de 0 à 9. Et plus la valeur est haute, plus l'écotoxicité est élevée. Et puis, on a les PNEC, qui sont les concentrations prédites sans effet sur l'environnement et sur l'antibiorésistance. Donc là, plus les concentrations sont basses, et plus l'écotoxicité est importante. Donc on a un guide de l'OMS en 2024 qui donne des seuils de PNEC pour tous les antibiotiques, et puis l'AMR Industrialis qui donne également ces seuils. Et le mieux, c'est de faire le rapport entre la concentration d'antibiotiques mesurée dans l'environnement sur la concentration à risque sélectionnée, soit des antibiorésistances, soit un effet sur l'environnement. Donc le meilleur antibiotique est celui qui pollue moins. En pratique, comment fait-on? Je vais vous détailler quelques exemples qu'on a pu mettre en évidence suite à un travail qu'on a fait. Donc on a vu qu'on pouvait optimiser les modalités d'administration des antibiotiques. Donc, je vous renvoie à ce poster j'ai mis de Tours qui parle d'éco-prescription d'antibiotiques et comment optimiser les modalités d'administration. Donc le premier principe, c'est que la voie orale, c'est génial. Donc on convient de privilégier la voie orale en cas de bonne biodisponibilité. Ça permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre par 13. On a pris l'exemple de la lévofloxacine pour lequel on a comparé l'empreinte carbone de 500 mg IV versus Peros. Ça avait déjà été démontré pour le paracétamol, mais on le voit assez facilement sur l'image à gauche. Et puis, ça a un avantage économique et aussi social, puisque c'est une diminution du temps de travail infirmier. Le deuxième principe, c'est que l'IVD, ça fait moins de déchets. Donc l'IVD, elle a été montrée comme étant 4 à 5 fois moins impactante d'un point de vue environnemental que l'IVL. Donc, par exemple, pour la ceftriaxone 1 gramme, il vaut mieux la faire en IVD dans 10 minutes de NaCl de PPI que dans un pochon de 100 minutes. Ensuite, on a vu que les dosages les plus forts en carbone, c'était moins fort, et qu'il convenait de privilégier un schéma posologique avec un minimum de doses à administrer, et qu'il vaut mieux mettre un flacon de 2 grammes de céfotaxime que 2 flacons de 1 gramme. Il vaut mieux mettre un comprimé d'1 gramme d'amoxicilline que 2 gélules de 500 mg. Alors ensuite, on s'est posé la question, quel C3G privilégier pour moins polluer? Donc on a fait une analyse avec la société Ecovamet qui nous a aidé à réaliser une empreinte carbone par analyse de cycle de vie pour comparer les C3G. Et en parallèle, on a regardé l'écotoxicité avec les indices que je vous ai déjà détaillés. Donc on a retrouvé que la ceftriaxone elle était 2 fois moins carbonée que le céfotaxime et que globalement l'écotoxicité elle était similaire entre les deux molécules. Étienne Raphaël a fait le même type de travail à la PHP avec l'outil Carbone. On a obtenu à peu près les mêmes résultats avec une empreinte carbone par jour de traitement qui était 2 fois plus faible pour la ceftriaxone que le céfotaxime. Le prix est également beaucoup moins élevé. Et donc il en est arrivé à la conclusion que si on remplaçait le céfotaxime par de la ceftriaxone dans tout la PHP, on éviterait l'émission de 400 tonnes de CO2 équivalent et la constitution de 22 000 kg de déchets et une économie de presque 500 000 euros. Alors ensuite, il y a des travaux qui ont comparé la voie intraveineuse continue versus discontinue.
Donc il apparaît à peu près évident que pour faire 12 grammes d'orbéline par 24 heures, si on fait en perfusion continue, on aura moins de déchets que si on fait en perfusion continue, à raison de 2 grammes tous les 4 heures. Mais le flèche est vraiment titre donné, non, sur aller un peu plus loin en mesurant l'empreinte carbone par analyse de cycle de vie des dispositifs médicaux associés aux perfusions. Et donc, ils ont pu constater que la voie intraveineuse continue elle était plus vertueuse que la voie intraveineuse discontinue d'un point de vue environnemental, avec une diminution de l'empreinte carbone d'un facteur compris entre 2,3 et 6,6. Et enfin, Nicolas Massard, qui est réanimateur à Saint-Brieuc, il a comparé pour 10 antibiotiques 3 modalités de perfusion, continue, prolongée et intermittente, 3 modalités d'administration, IVL plus seringue électrique et pompe volumétrique, en regardant l'empreinte carbone avec l'outil carbone, le volume de stérile, le prix, et puis aussi le temps infirmier pour préparer et administrer les antibiotiques. Et globalement, les résultats sont les suivants. Donc, la voie intraveineuse continue, elle fait moins de déchets, moins de carbone, elle est moins chère, elle a un impact social favorable puisqu'elle engendre moins de travail infirmier. Donc, pour une injection par jour, il vaut mieux faire une intraveineuse lente. Et pour plusieurs injections par jour, la pompe volumétrique, elle va faire mieux que la pousse seringue électrique, qui va faire mieux que l'IVL, avec un prix plus bas pour la pompe volumétrique. Une réduction du temps de travail infirmier avec la pompe volumétrique, et puis une quantité de liquide plus faible avec le pousse seringue électrique et la pompe volumétrique. Donc en conclusion, je vous ai présenté des pistes d'action d'éco-soins en maladie infectieuse, donc la voie orale qui fait mieux que la voie IV, l'IVD qui fait mieux que l'IVL, la voie intraveineuse continue qui fait mieux que la voie discontinue, et la ceftriaxone qui est plus vertueuse que le cefpotaxime. Donc on a résumé ces principes sur une fiche qu'on a appelée Zoom sur l'éco-prescription d'antibiotiques qui a été faite en lien avec le MEDIC et le CRATB dans l'outil 2. Et je vous ai mis le lien avec ce petit QR code. Donc bien sûr, des travaux complémentaires sont nécessaires, ce qui va nécessiter l'implication des sociétés savantes pour viser à la construction d'un éco-score spécifique aux antibiotiques. Et notamment, l'idée va être de mieux appréhender l'écotoxicité et de prendre en compte l'impact sur le microbiome intestinal. Et bien, je vous remercie pour votre attention.